Bonjour, donc moi je suis chef du service de recherche clinique de l'hôpital Fondation Rothschild, mais également anesthésiste réanimateur. Mais aujourd'hui, je vais vous parler Mais aujourd'hui, je vais vous parler des spins, et en tout cas des biais de publication, ou comment on peut embellir les données de la science, pour faire un peu le relais avec ce que vient de dire Steven. Alors, quand on parle d'embellissement des données, il y a un grand continuum entre la fraude scientifique et l'erreur. Alors, la fraude, c'est quelque chose qui est souvent médiatisé, qui est mis en avant, et c'est de manière volontaire vouloir rajouter des données, les supprimer, les falsifier. Et ça, effectivement, c'est quelque chose dont on parle souvent, mais qui probablement est assez rare, et en tout cas n'a pas forcément un impact important sur l'estimation qu'on peut avoir sur les effets des traitements. À l'inverse, quand on parle d'erreur, c'est quelque chose qui arrive, on dit toujours l'erreur est humaine, et l'erreur dans une publication peut arriver, et on a un système aujourd'hui dans les revues scientifiques de bon niveau de reviewing qui permet de corriger ces erreurs et voilà, d'améliorer la qualité de la publication, en tout cas reprendre ces erreurs. Mais entre la fraude et l'erreur, il y a tout un continuum, et c'est là où on va parler des biais de publication. Alors, dans l'enquête qui avait été faite initialement avec tous les chirurgiens du RACHIS, vous aviez répondu à cette question sur qu'est-ce qu'un biais de publication, et la majorité d'entre vous avait répondu que le biais de publication, c'était le fait que seules les études positives étaient publiées. C'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Et là, je vais vous montrer que finalement, derrière cette entité de biais de publication, il se regroupe plusieurs choses. Et le biais de publication, évidemment, mais aussi le biais de citation, le Selective Outcome Reporting Bias, un mot un peu barbare pour dire le biais lié au fait de publier sélectivement certains critères de jugement par rapport à d'autres, c'est un petit peu long, et les spins. Et en fait, tous ces biais de publication, plus ou moins détaillés qu'on va voir aujourd'hui, c'est ça qui va entraîner l'embellissement des données de la science et cette vision falsifiée des données et de la recherche. Et c'est probablement la partie immergée de l'iceberg parce que ça, finalement, on le voit beaucoup moins, c'est plus subtil. Et c'est ce qui probablement entraîne une modification de l'effet des traitements et donc peut avoir potentiellement un impact en termes de santé publique. Alors tout d'abord, le biais de publication, qu'est-ce que c'est ? Vous l'aviez déjà, on l'a déjà évoqué juste avant, c'est le fait de ne pas publier certains essais, ou en tout cas un délai plus long avant publication, les publier de manière incomplète, de manière biaisée, ou dans des revues plus difficilement accessibles, parce qu'elles ne sont pas en anglais ou en français, parce qu'elles sont payantes. Et finalement, les publications qui sont accessibles à tous donnent une vision tronquée des données disponibles, et c'est ce qui entraîne, et c'est ce qu'on va mesurer à travers ces biais. Alors le biais de publication, ça fait longtemps qu'il est décrit. Les premières études, elles datent des années 2000. Et comment on a regardé ce biais de publication ? On est allé voir parmi une série ou une cohorte de protocoles d'essais soumis par exemple à un comité d'éthique, et on regarde in fine combien sont publiés. Ou alors on va aller regarder le nombre de résumés soumis à un congrès, combien in fine sont publiés. Et finalement, dans tous ces travaux, on retombe toujours sur ce chiffre autour de 50%. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit 50% des études sont publiées, et finalement, c'est exactement le chiffre qu'on retrouve dans l'enquête sur les résumés soumis à la CFCR. Donc vous faites comme tout le monde, ni mieux ni moins bien, mais vous faites comme tout le monde. Et alors après, quelles sont les études qui sont publiées ? Et là, c'est ce que disait un petit peu Steven aussi. Les études qui sont publiées, évidemment, c'est celles qui ont en général des résultats positifs. Et d'ailleurs, parmi les résumés soumis à la CFCR, 72% avaient une conclusion favorable, en faveur du traitement qui était étudié. Or, logiquement, si on se place dans un contexte purement statistique, il n'y a pas de raison qu'il y ait plus d'essais positifs que négatifs, et on devrait avoir un ratio de 50-50. Alors, qu'est-ce qui est associé au biais de publication ? C'est le résultat positif, mais c'est aussi le type d'essai. On sait que les études multicentriques, les essais randomisés contrôlés, les grandes études et les études académiques sont plus souvent publiées que les petits essais, les essais négatifs et les essais industriels. Après, ce qui est important, c'est de comprendre finalement qu'est-ce que ça implique en termes d'estimation de l'effet des traitements. Ça, c'est l'étude Princeps qui date de 2008, qui a été publiée dans le New England et qui a montré ça. Pour ça, Eric Turner, il a pris 12 molécules, c'était des antidépresseurs, et il est allé regarder les rapports qui avaient été publiés à la FDA pour pouvoir avoir l'accès de mise sur le marché de ces molécules, et il a regardé les rapports soumis à la FDA et les publications qui avaient été faites. Parmi les rapports qui avaient un résultat positif, quasiment tous ont été publiés. Parmi les rapports qui avaient un résultat, une conclusion négative, il y en avait 24, les 2/3 n'étaient pas publiés. Il y en avait 5 qui étaient publiés, mais avec une conclusion différente de ce qui avait été noté dans le rapport initial soumis à la FDA, et seulement 3 étaient publiés avec une conclusion qui était en rapport. Donc là, tout de suite, on voit bien que seules les études positives, en tout cas en majorité, étaient publiées.
Et enfin, qu'est-ce que ça donne en termes d'effet des traitements quand on l'estime? Il a regardé à ce moment-là, pour chacune de ces molécules, il a fait ce qu'on appelle donc des méta-analyses, donc on groupe toutes les données pour avoir un effet de traitement plus précis, non pas à partir d'une seule étude, mais à partir des différents résultats des différentes études pour cette molécule. Et ce qu'on voit, c'est qu'il fait cette méta-analyse d'une part avec les données des rapports de la FDA et avec les données uniquement des articles publiés dans des journaux. Et systématiquement, le résultat avec les données uniquement publiées dans des revues médicales est plus important que le résultat à partir des données de tous les rapports de la FDA. Les petits ronds sont systématiquement à droite des carrés, comme vous pouvez le voir sur la figure. Et quand on cumule et qu'on fait une moyenne de ces différences, on retrouve cette différence de 30% qui a été reproduite sur plusieurs types de molécules. Et c'est là où on peut dire que le biais de publication, il entraîne une surestimation de l'effet du traitement de 30%. C'est ça que ça veut dire. Donc finalement, c'est pas rien. Ça correspond après à ce qu'on retrouve sur les études qui regardent l'effet placebo. L'effet placebo, on dit souvent, c'est 30% de l'effet d'un médicament. Et bien, le biais de publication, on augmente de 30% aussi l'estimation de l'effet du traitement. Alors, le biais de citation, c'est un peu le continuum du biais de publication. C'est le fait que certaines études vont être beaucoup plus citées que d'autres. Et les études qui sont plus citées, eh bien, c'est souvent celles qui ont un résultat positif ou concordant avec ce que l'on pense et ce que l'on veut montrer. C'est souvent comme ça. On cite les publications qui appuient nos propos ou en tout cas appuient nos hypothèses. Et finalement, on ne cite pas un papier parce qu'il est de bonne qualité, mais parce que le résultat va dans le sens que je souhaite, parce que je connais l'auteur ou parce qu'il est dans une revue que j'ai l'habitude de lire. Et tout ça entraîne et majeure cette surreprésentation des résultats positifs. Et ça va orienter la connaissance. Alors ça, c'est ce qu'on a pu voir aussi dans l'effet hydroxychloroquine pendant le Covid, où finalement, on se rend compte que des études de très mauvaise qualité, avec des résultats qui portent à discussion, parce qu'ils sont cités, parce qu'on les relaie dans les médias, parce qu'on les relaie dans les réseaux sociaux, vont être de plus en plus cités, et finalement, on finit par, d'un point de vue population générale, à penser que c'est ça la vérité, et on croit, pour argent comptant, la conclusion de ces essais. Et pourtant, si on regarde au niveau qualité, ce n'étaient pas les meilleurs essais. Maintenant, je vais vous parler du Selective Outcome Reporting Bias, donc le fait de mettre en avant certains résultats ou des critères favorables, et surtout d'omettre les données qui fâchent. Donc, de la même manière, on a regardé parmi des essais qui avaient été publiés et on compare les critères rapportés dans la publication par rapport aux critères qui étaient décrits dans les protocoles. Et on voit que dans 60% des cas, le critère de jugement principal, il est changé, il est omis, il est rajouté. Ça veut dire qu'un critère de jugement principal dans le protocole devient secondaire dans la publication, ou le secondaire devient principal, ou un nouveau critère apparaît alors qu'il n'était pas préspécifié dans le protocole. Et ça, c'est important parce que c'est exactement ce que disait Steven avant. Quand on construit un protocole, on choisit un critère principal et finalement, ce petit p à 0,05, il n'est valable que pour ce critère principal. Parce que c'est celui qui respecte les hypothèses du test. Et les autres critères, finalement, on peut faire plein de critères secondaires et on risque d'avoir des petits p qui vont être inférieurs à 0,05, mais du fait du hasard. Et c'est là où on ne contrôle pas les hypothèses de notre test. Donc ça a une vraie importance d'avoir cette cohérence entre le critère principal prévu dans le protocole et celui qui est in fine rapporté dans la publication. Donc on voit que c'est dans environ 40% des publications qu'il y a comme ça des modifications. Et dans les résumés présentés à la SFCR, quand on regarde par rapport aux publications, donc ce qui était dans 50% des cas, le résumé avait été publié, il y avait une publication derrière, et on voit qu'effectivement, il y a une modification des critères d'évaluation dans 20%. Alors, il y a aussi des modifications du nombre de patients. C'est vrai que souvent, dans les congrès, on présente une étude avant qu'elle soit terminée, donc ça peut s'expliquer par ça. Alors, quel impact ça a? Là, je voulais vous reparler, comme on est dans un congrès de chirurgiens du rachis, je voulais vous prendre cet exemple, qui est l'exemple de ce qui s'est passé avec la molécule RBPM2, l'inductose, qu'on utilise dans la chirurgie du rachis. Donc cette molécule, elle avait été initialement mise sur le marché en 2002 avec un accord de la FDA, avec des publications de la part du laboratoire qui avait commercialisé ce médicament, qui montrait qu'il y avait un effet bénéfique important et qu'il n'y avait pas d'effet secondaire. Et puis au fur et à mesure, il a commencé à y avoir des publications qui montraient que des effets secondaires, finalement, il y en avait. Et en 2006, la FDA publie une note disant que les effets secondaires rapportées dans les publications suite à la mise sur le marché étaient probablement 10 à 50 fois plus importantes que ce qui avait été annoncé initialement. Donc suite à ça, il y a un grand scandale aux États-Unis, un numéro de Spine entièrement dédié aux études sur cette molécule.
Et Medtronic, donc la société qui commercialise, veut se racheter et donne accès à toutes ces données initiales à une équipe universitaire, à l'université de Yale, et c'est le YODA, le projet Yale Open Data Access, donc qui est le projet YODA, où ils ont réanalysé toutes les données des rapports internes de Medtronic à propos de cette molécule. Et qu'est-ce que ça a... En fait, ils ont fait 2 méta-analyses indépendantes pour essayer de confirmer leurs résultats, et ces 2 méta-analyses ont montré que finalement l'effet bénéfique du traitement était modeste, mais par contre les effets indésirables étaient fréquents. Et quand on regarde les publications, quand on regarde la publication des effets indésirables dans les différentes publis qui avaient amené en fait à la commercialisation de ce traitement, on voit que systématiquement, les effets secondaires rapportés dans les rapports internes de Medtronic sont bien plus importants que les effets secondaires rapportés dans les publications. Parfois, ils ne sont absolument pas rapportés. Et puis, 2002-2003, on commence à en parler. Et là, il n'y a que 2 publications, finalement, qui rapportent le taux d'effet secondaire de la même manière que dans le rapport interne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que oui, on modifie les critères de jugement et surtout, c'est un impact très important en termes de safety, parce que souvent, ce qui n'est pas rapporté, ce sont justement les données de safety. Enfin, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'était les spins, donc cette manière de distordre les données de la science. On dit souvent les datas parlent par elles-mêmes, mais ce n'est pas complètement vrai. Les scientifiques sont rarement très neutres par rapport à leurs travaux, et puis il y a une grande liberté des auteurs dans la manière de publier et d'écrire leurs articles, et on se rend compte qu'il y a souvent, finalement, une manière de surinterpréter, d'enjoliver ces résultats, parce qu'on y a investi du temps, de l'argent, on y est motivé, on y croit, et donc on va mettre des spins dans nos publications. Sur 17 essais négatifs publiés dans le BMJ, il y avait quand même 4 essais sur les 17 pour lesquels le BMJ recommandait l'utilisation du traitement. Donc c'est cette distorsion qu'on va appeler les spins, donc présenter ces résultats sous un angle plus favorable. Les spins, on les retrouve essentiellement dans les essais négatifs, ce qui paraît assez logique, dans les études diagnostiques et aussi énormément dans les études observationnelles, parce qu'elles sont beaucoup moins carrées souvent d'un point de vue méthodologique. Où est-ce qu'on retrouve les spins dans une publication ? On les retrouve principalement dans les résumés des articles et c'est principalement dans la conclusion qu'on les retrouve. Or, la conclusion, c'est souvent la première chose, voire la seule chose que vous allez lire, comme tout le monde, hein, pas que vous spécifiquement, mais quand on lit un article, on lit le titre et on lit la conclusion. Et là où on a le plus de spin, c'est dans la conclusion. Alors, un exemple de spin dans un des résumés qui avait été retrouvé justement dans la série des résumés de la Société du rachis. Voilà, le résultat qui dit 13 patients qui présentent des signes de dégénérescence à des niveaux adjacents, voilà, blabla. Un seul patient a développé une nouvelle paresthésie. Et la conclusion, le traitement, la prothèse B, présente une excellente sécurité. On parle de 13 malades. Et de très bons résultats cliniques. On parle d'une série de 13 malades. Il n'y a pas de lien de causalité qui peut être prouvé sur une série de 13 malades. On ne peut pas parler de safety avec 13 malades, que des effets indésirables graves sont parfois plus rares que ça. Et là, on voit ce que c'est que le spin, c'est mettre en avant, mettre en exergue des résultats et les montrer comme étant excellents, alors que finalement, ça n'est absolument pas ce que montrent les données. Et enfin, pour conclure, je voulais vous reparler de cette série dont je vous ai parlé initialement sur le biais de publication, avec ce schéma qui représente tout ce que je viens de vous dire, où on repart de nos essais qui étaient à propos des 12 molécules d'antidépresseurs, dont la moitié des rapports de la FDA était négatif, la moitié était positif. On y met le premier filtre du biais de publication, et là, on voit tout de suite que finalement, les essais négatifs sont beaucoup moins publiés. Ensuite, on y met le filtre de l'outcome reporting bias, et là, on voit que certains essais dont le résultat principal, du critère de jugement principal négatif, tout d'un coup, on le remplace par un critère positif, secondaire ou nouveau. Et puis, on y ajoute le filtre du spin, où là, tout d'un coup, nos résultats négatifs, finalement, ils sont quand même pas si négatifs que ça, et on est en faveur du traitement. Et puis, on ajoute in fine le biais de citation, et là, on voit cette surreprésentation de nos papiers positifs. Et finalement, on a une cohorte initialement d'essais qui sont mitigés, moitié positifs, moitié négatifs. Et qu'est-ce que nous, lecteurs, on voit? Parce que finalement, la dernière colonne, c'est ce qui est accessible à tous, c'est ce que nous, on regarde quand on lit les publications. Eh bien, on voit que des essais positifs. Et ça, c'est le biais de publication de manière générale, avec le biais de citation, les spins et le selective outcome reporting. Je vous remercie. Ah oui, juste pour finir, je reprends la diapositive de début. Donc, on disait que le biais de publication était uniquement les études positives. Et bien moi, je ne suis pas complètement d'accord avec le fait que c'est une réponse correcte, parce qu'en fait, à part la première, toutes les réponses étaient correctes. Ce sont tous des biais de publication, en tout cas quand on parle de manière générale du biais de publication. Maintenant, j'ai fini. Merci.